Merci de nous recevoir dans ces conditions et merci de vous déplacer dans ces conditions un peu particulières. Écoutez, moi je crois que le monde est celui qu'on fait. Ni pessimiste ni optimiste, mais très engagé. Et ce qui me rend définitivement très optimiste, c'est Édouard Sellier. Parce que quand vous rencontrez des gars de 25 ans qui sont capables d'écrire un livre comme Engager son entreprise dans la transition et qui produit à la fois tous les jours un accompagnement pour les salariés dans les entreprises. Nous, notre spécialité, c'est d'accompagner les citoyennes et les citoyens, mais dans leurs entreprises. C'est-à-dire, on perd pas sa citoyenneté quand on rentre dans l'entreprise. Et donc, on a des équipes, et il y a des équipes partout dans le monde. Édouard a accompagné des gens en Indonésie, en Chine, au Mexique. Il est parti un peu partout, en effet, une centaine d'entreprises dans le monde, dont quand même une soixantaine dans la métropole lilloise, il faut le dire, mais une quarantaine hors de la métropole lilloise. Et donc, lui et ses collègues, ils ont été amenés à rencontrer près de 30 000 salariés. Ce sont eux qui font le changement. C'est-à-dire les lobbies, bien sûr, je suis personne pour lutter contre ça. Aucun pouvoir, aucune capacité, sauf la capacité de s'engager nous-mêmes. Donc la question, c'est pas qu'est-ce que les autres vont faire pour régler le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait nous pour le régler. Et ça rend optimiste. Allez-y, allez-y. Oui, et de la même manière, c'est vrai que dans le livre d'Emmanuel Économie 2, il y a effectivement ces 100 entreprises qui s'engagent et dont on fait le récit de l'engagement. Ouais. Emmanuel fait le récit de l'engagement. Et la période qu'on a passée, là, ça n'a pas tout arrêté. Au contraire, on continue. On pourrait refaire un Économie 3 depuis la fin du confinement, où les équipes des entreprises continuent de nous solliciter. On continue de se rendre dans les entreprises et on a des personnes toujours plus engagées sur les sujets qui nous motivent. Parce que c'est un point commun à vos deux livres, la volonté pour Édouard et pour Emmanuel de donner un nombre conséquent de cas précis, concrets, de rencontres, de la façon dont ça se passe. Et ce qui est très intéressant, j'allais dire encore plus, ne vous vexez pas, dans le livre d'Édouard, c'est qu'il va encore plus loin, c'est-à-dire lorsque vous pouvez vous sentir découragé, lorsque vous pouvez voir que ça ne bouge pas autour de vous, lorsque les gens ne reviennent pas en vélo après les vacances, alors qu'avant les vacances, ils étaient venus en vélo, et puis là, d'un seul coup, plus personne en vélo. Voilà. Par-delà ça, le livre essaie de continuer d'avancer, essaie de continuer à donner des conseils pour qu'on ne laisse pas tomber. Il y a cette volonté-là, au-delà des expériences encore. Oui, c'est ça. Et l'intérêt de ce livre, c'est aussi que, il est écrit selon une méthode que nous, on a développée chez Pocheco et au bureau d'études. C'est-à-dire que il est tourné autour de 4 clés, si on veut. Il y a une première partie du livre qui explique bien les outils avec lesquels on entreprend le travail. C'est effectivement la transition, c'est un travail qui se fait étape par étape. On ne dit pas on va tout changer de A à Z. J'ai 25 ans, chez Pocheco, ça fait 25 ans qu'on travaille à changer tout. Qu'Emmanuel et son équipe, avec son équipe, on travaille à tout changer. Et donc il y a effectivement ces étapes qui sont données dans le livre. La première, c'est déjà savoir d'où on part, faire un bilan carbone de son activité, une analyse du cycle de vie. La deuxième, c'est trouver des collègues avec lesquels engager le travail. C'est ce qu'on fait partout où on va, dans les usines, les centres d'entreprise. On s'appuie toujours sur un groupe de salariés avec lesquels on engage la transition parce qu'eux sont motivés et que derrière, on sait que leur motivation va permettre d'embarquer le reste de l'équipe. Il y a un troisième point qui est de trouver des chantiers un peu fédérateurs. Nous, chez Pocheco, par exemple, on en a identifié 2. Il y a les déplacements, vous citiez les vélos. Clairement, c'est un chantier qui est super important pour notre société, dans le sens où, par exemple, vous prenez une activité tertiaire, une activité de bureau, je donne le chiffre dans le livre, 50% du bilan carbone de l'activité, c'est les déplacements. Donc rien qu'en s'intéressant à la façon dont on se rend sur son lieu de travail, on peut largement réduire l'impact environnemental de son activité, du moins quand on travaille dans le tertiaire. Mais ensuite, dans les autres chantiers fédérateurs qui constituent une clé pour nous, il y a la biodiversité, par exemple. C'est quelque chose de simple, mais on était à Wuhan, en Chine, avant la crise sanitaire, il y a un an, et avec des collègues, c'était avec Elodie Villa notamment, la
la co-inventrice de l'écolonomie, qu'on découvre en faisant le tour d'une usine agroalimentaire pour laquelle on travaille. On découvre d'autres usines autour, dont les externalités sont de la vapeur, c'est-à-dire qu'ils dégagent de la vapeur dans l'atmosphère. Et l'usine pour laquelle on travaille, elle, s'intéresse pas, enfin, a besoin de cette vapeur, par exemple, pour fonctionner. Et le premier chantier qu'ils décident à mettre en œuvre, l'usine avec laquelle on travaille, c'est d'abord de remplacer les espaces verts de leur site en y mettant plus d'arbres et de plantes pour accueillir la biodiversité. Et c'est seulement 6 mois après que, parce qu'ils ont commencé à s'intéresser à la biodiversité sur leur lieu de travail, qu'ils se sont dit tiens, c'est intéressant de travailler sur l'écologie, on va peut-être aller pousser le bouchon un peu plus loin, on va aller sonner chez notre voisin qui dégage de la vapeur pour récupérer leur vapeur et l'utiliser nous-mêmes. On fait 200 000 $ d'économie en 6 mois par la même occasion. Et voilà une autre clé en fait pour engager la transition qui est effectivement de travailler sur la biodiversité. Un côté progressif, c'est ça. Vous le montrez à plusieurs reprises, Emmanuel, aussi dans les cas que vous citez, même plus encore que ça. Vous arrivez dans une usine en Malaisie où ils sont en train de mettre des boissons sucrées dans des boîtes. Et ils vous ont demandé de venir. À la base, si vous étiez trop franc, vous pourriez leur dire on pourrait déjà arrêter de faire ça, puisque ça ne sert strictement et que c'est extrêmement mauvais. Votre démarche, elle n'est pas là. Elle est dans ce mot qui a été un peu galvaudé par monsieur qui a le même prénom que vous, et son nom finit en on aussi d'ailleurs, bizarrement. La bienveillance. Mais il y a une vraie bienveillance à se rendre chez ces gens et à essayer de comprendre comment, à l'intérieur de ce cadre qu'on va qualifier de particulier, il y a quand même quelque chose qui est possible, comme une réflexion qui mettra son temps. Et le temps qu'elle mettra, qu'importe, on va quand même essayer de le faire à travers le cadre que je viens de décrire. Oui, parce que je crois qu'on part du principe que nous ne sommes personne pour juger. La première chose que j'ai dite, moi, en Indonésie, c'est que j'ai d'abord présenté des excuses. J'ai dit, moi, en tant qu'occidental, pour mon confort, on vient pendant 50 ans de transformer toutes les ressources, ou quasi, de la planète. Et donc, je leur ai dit, je suis venu, pour commencer, faire 2 choses. La première, vous présenter des excuses, et la deuxième, vous demander comment vous faites. Parce que si on était tous des Indonésiens, il faudrait 0,7 planètes pour tenir dans les conditions actuelles. Donc, on est parti sur ce pied-là, relationnel, et on n'est personne pour juger. Parce que les gens qui ont du travail dans cette usine en Indonésie n'ont pas choisi. Il y a un taux de chômage très élevé, ils ont besoin de travail, c'est le modèle, c'est le système, on est là-dedans. Ce qu'on peut faire, ce que fait Édouard, ce que font les collègues d'Élodie Billa du bureau d'études ouvert qu'on a créé et qu'on anime aujourd'hui parmi les activités de diversification de Cocheco, ce qu'on a fait, c'est tout simplement de changer au sein de cette usine, avec les équipes, de changer les méthodes de travail. En commençant en effet par l'analyse du cycle de vie et en regardant très pratique, comment on peut faire pour ne plus utiliser de plastique dans le process. Alors il y a toujours les bouteilles, mais les bouteilles, si c'est des bouteilles de 20 litres au lieu des petites bouteilles, si on peut les recycler, et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut s'engager dans la transition. L'engagement dans la transition, c'est comme le rappelait Édouard tout à l'heure, ce sont au départ des petits gestes faciles. Et nous, nous croyons à la qualité des petits gestes faciles. Parce que si on se dit, le matin en arrivant au bureau, bon, ce matin je change le monde, on est cuit, on peut rien changer. C'est pas vrai, on est des êtres indépendamment pris les uns des autres, on n'est pas en capacité. Mais si on se met ensemble et que concrètement sur notre lieu de travail, pas besoin d'aller en Indonésie, on fait ça à l'usine ici, nous Cocheco maintenant, elle est 0 déchet, elle est 0 fossile, 0 fissile, autosuffisante en ressources électriques, en ressources hydriques industrielles. Bref, c'est possible puisqu'on l'a fait. Et si c'est possible pour nous, c'est possible pour tous. Parce que c'est une méthode de pauvre. Donc, c'est une décision qui est prise. Il faut bien sûr que l'état-major, dans l'état actuel des systèmes, il faut que l'état-major dise son accord. Mais ensuite, c'est les collègues de l'équipe en question qui se réunissent. Alors je crois qu'ils étaient, il y avait 1560 personnes dans l'usine dont on parle là, et ils ont réuni, je crois, une 50aine de personnes qui étaient ceux qui avaient envie de s'engager dans cette démarche. C'était vraiment assez ouvert. Et ils ont passé une matinée entière à écrire des idées. Et il y en a un qui est venu me voir, c'était Joko, il est venu me voir, il m'a dit « Je peux vraiment tout dire ?»
Et je lui dis oui, vraiment, on est là pour entendre ce que vous proposez, et puis essayer de voir comment on va pouvoir mettre ça en musique ensemble. Donc c'est la force du collectif en fait qui surgit. Alors lui, il m'a parlé du fait que, bon, en Indonésie, il n'y a pas tellement de voies de circulation, et que pour venir au bureau, il est obligé de passer par des zones où il met très longtemps pour une petite distance, parce qu'en fait, il n'y a pas du tout d'infrastructure. Il dit, bon, bah, puisque sur le site de l'usine, tout est si bien agencé et organisé, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on prolonge les trottoirs un peu au-delà, et qu'on aille rencontrer les gens dans le village, pour voir dans quelle mesure on pourrait ensuite faire en sorte que ce qui est la règle à l'usine puisse devenir la règle dans le village. Alors ça pose évidemment plein de questions autour du rapport à la démocratie et au rapport à l'autre dans le cadre de la communauté. Mais enfin, ils ont sorti, je crois, 257 idées. Et ces 257 idées, ensuite, on les classe entre celles qui sont faciles et qui aboutiront rapidement. Et on les met en priorité, évidemment. Il faut commencer par ce qui est accessible. Quand on parle d'écologie et quand on parle d'entreprise, on se noie dans des détails, dans des questions tordues du genre la profitabilité, le court-termisme. Tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut changer tout de suite. Et quand on va s'être engagé à changer tout de suite, bizarrement, le succès attire le succès. On pourra travailler sur des opérations qui demandent un peu plus d'investissement et qui demandent un peu plus de temps. Donc, c'est vraiment l'idée de se réapproprier l'acte d'entreprendre. En fait, c'est ce qu'on propose et c'est ce qui nous semble qui fonctionne. Alors, pour terminer, je veux dire quand même qu'on ne parle, nous, que ce soit Édouard ou moi, que sur la base de notre expérience vécue. C'est-à-dire qu'on ne va pas les donner des conseils, encore une fois, on n'est pas grand monde pour donner des conseils. Sauf si ce que l'on conseille, on l'a déjà pratiqué chez nous, sur nous-mêmes, ou avec des gens quelque part dans le monde, et qu'avec eux, on a constaté que ça fonctionnait. Alors là, si on a ensemble réussi à franchir une étape, ça on le raconte. C'est pour ça que nos deux livres, chacun sous sa forme, sont un peu construits comme des récits, avec en effet le plus d'exemples concrets possible, pour qu'on ne reste pas dans les sphères du yaka faucon, mais qu'on entre vraiment dans le sujet, quoi. Je lisais l'affiche derrière moi, où on me parle de régler le problème global. Et ta sœur, elle ne va pas régler le problème global. Pas comme ça, c'est pas vrai. Cette espèce d'hyperpuissance, cette toute-puissance, toujours auto-proclamée, si vous voulez, qu'au nom du fait qu'on est une entreprise leader dans le monde, on va régler les problèmes en claquant dans les doigts. Mais pas du tout. Mais absolument pas. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est que si on s'engage individuellement, les uns et les autres, peut-être qu'on changera les choses. C'est en ça que le titre du livre d'Édouard est extrêmement bien réussi. Engager son entreprise dans la transition. C'est-à-dire que si on le dit comme ça, on peut penser qu'on est celui qui possède l'entreprise. Mais non, le type qui y travaille, c'est aussi son entreprise. Et ça passe vraiment par là. En allant un petit peu vite, ce que vous nous avez expliqué à l'instant, le côté concret de ce que l'on peut faire, moi j'y ai lu aussi, plus d'une fois, la volonté de l'un et de l'autre, de laisser les gens rêver de ce que l'on pourrait faire, de donner à l'imagination, de donner à l'utopie une place qu'on ne va pas détruire du départ. Après, on verra bien ce qu'on pourra faire. Mais et l'un et l'autre, dans la démarche, on l'a bien compris, on va faire des choses au départ qui rapportent, là, simple, facile. On va voir que de l'argent revient, que c'est pas plus cher. Mais au départ, il y a bien, pour tous, qui sont dans l'entreprise, peut-être tout en haut, mais pas forcément tout en haut, c'est pas ceux que vous rencontrez toujours au départ, cette volonté de laisser le rêve prendre une certaine place au départ. Et après, on voit bien ce qu'on fait. Oui, c'est exactement ça. L'illustrateur qui a travaillé sur mon livre, et sur celui d'Emmanuel aussi d'ailleurs, oui. Mathieu Marty, il a cette faculté à faire entrer les équipes qu'on rencontre dans le rêve de ce que pourrait être leur entreprise demain, lorsque la transition sera engagée et pleinement. Et ça, c'est absolument... c'est un... Baptiste Morisot, il parle de levier pour décupler la force de l'action et mettre et aboutir à des résultats facilement. Clairement, le rêve, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va dans les équipes, on leur dit qu'est-ce que ça... On explique ce qu'est l'économie, un peu comment on s'y prend chez nous, dans notre usine du nord de la France. Alors on explique aussi aux gens qu'on rencontre, mais vous savez, vous aussi, vous pouvez vous engager dans la transition. Et l'état-major qui nous envoie, c'est ce qu'il nous envoie vous dire aussi, c'est que vous avez les mains, il ne faut pas tout attendre d'eux. Vous avez la clé, vous avez la main sur votre usine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
quel est ton rapport à l'environnement et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait instaurer dans l'entreprise pour relever ce défi du changement climatique. Et là, alors, on propose des solutions mais qui vont parfois dans tous les sens, et on les dessine. On a Mathieu Marty donc, qui illustre sur des immenses tableaux l'aquarelle de ce que sera l'usine une fois que les actions décrites par les salariés, les équipes qu'on a rencontrées seront mises en place. Et alors là, les gens, quand on leur présente le dessin, ils sautent de leur chaise, ils applaudissent, c'est fou, hein, c'est génial. Et alors là, ça déclenche, cet effet déclenche. Je le crois volontiers, parce que rien qu'à travers les quelques exemples qui sont dans le livre, dans vos livres, les dessins sont incroyablement parlants et donnent envie de les voir se réaliser. Ça, c'est une super réussite. Par ailleurs, cher Emmanuel, au moment où on parle beaucoup de ce que Veolia essaie de faire de Suez et de ce qu'Engie essaie de faire, vous avez une solution. Vous avez décidé de les appauvrir tous les trois massivement, en baissant massivement la consommation de gaz et la consommation d'eau. Une bonne façon d'envoyer ces trois-là dans le coin, bien au calme. Mais concrètement, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'on gagne énormément d'argent si on applique de façon précise, endurante, j'allais dire, sur tous les domaines, ce que vous avez imaginé, ce que vous essayez de mettre en marche. Si j'ose dire. Oui, je ne peux pas m'empêcher de vous donner un élément aussi quand même sur cette question de l'utopie, parce que je crois que c'est quand même une clé importante. Et j'ai assez envie de vous dire que ce qu'on essaye d'introduire comme idée, que ce soit Édouard, l'équipe ou moi, et qui nous semble vraiment une clé importante, c'est l'idée qu'on pourrait réintroduire le vivant et le sensible dans l'acte d'entreprendre. En fait, un des éléments de réponse à cette question de est-ce que tout ça est utopique, non, ça n'est pas utopique, la preuve c'est qu'on le pratique. Mais oui, bien sûr, il faut des idées, il faut être un peu idéaliste, il faut rêver un peu pour pouvoir se projeter et pour pouvoir imaginer comment on va faire autrement ce qu'on faisait différemment avant. Comment on peut entreprendre sans détruire? On aurait des capacités à inventer des trucs fabuleux, des technologies incroyables, et on n'aurait pas la capacité de comprendre comment fonctionne le vivant. Parce qu'aujourd'hui, on le sait très peu comment fonctionne le vivant. Or, ce que le siècle qui s'amorce nous invite, je crois, à faire, nous, humains, c'est comme le dit Baptiste Morisot aussi, c'est finalement, nous sommes une espèce au milieu de 10 millions d'espèces vivantes. Et on a pris la main, ou on croit qu'on a pris la main sur l'ensemble des systèmes. En tout cas, on les débalance, on les déséquilibre. Au nom de quoi? Donc, d'une certaine façon, l'idéalisme, c'est le fait de pouvoir se guider, de pouvoir s'orienter. Donc, après, notre objet à nous, c'est pas d'appauvrir qui que cela soit. Si vous voulez que je vous dise que je pense que les grands systèmes, aussi puissants soient-ils aujourd'hui, sont tous voués à s'effondrer, je vais vous le dire. Tous les empires dans l'humanité, tous les empires ont fini par s'effondrer. Donc moi je ne suis pas très impressionné par l'ultra-puissance et les... Bon, je vois bien que ça fait beaucoup de choses, parfois délétères, parfois moins délétères, mais je vois bien les effets, je ne suis pas complètement aveugle, je lis la presse aussi. Mais dans le fond, sur le long terme, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chances pour qu'en effet, il nous envoie en accéléré dans un système délétère et qui risque en effet de tout changer. Donc c'est contre ça, nous, qu'on se lève. On dit, on a le droit d'avoir du travail, mais on n'est pas obligé d'être des destructeurs. Et donc, plutôt que d'engager vivement la destruction créatrice de Schumpeter, on propose plutôt la transformation créatrice. C'est-à-dire qu'on veut aller rechercher quelque chose de notre humanité, de notre côté, de notre engagement dans le vivant, de prendre conscience de qui nous sommes dans le vivant, et pas oublier ça le matin quand on prend son poste dans l'entreprise. Donc, les grands systèmes que vous citez, et on peut citer cela et beaucoup d'autres, vont changer de modèle, ils vont s'adapter, ou sinon ils s'effondreront, parce que nous, citoyennes et citoyens, allons faire le changement. Et donc, allons emmener tous ces grands systèmes dans la direction que nous souhaitons. Vous citez d'ailleurs, Emmanuel, à un moment donné, des grands, parce que ce ne sont pas tous non plus des imbéciles, soyons concrets, vous citez de nombreuses rencontres avec des PDG ou des grands responsables du CAC 40 qui
automatiquement, très vite, vont discuter avec vous de ce qu'est l'économie, de ce que sera, ce qu'on vient d'évoquer, le monde de demain, et de comment on va le regarder. On a le sentiment que ces gens-là sont malgré tout conscients que c'est en train de bouger et que ça ne pourra pas durer. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez aussi? Je voudrais remettre les choses dans l'ordre. Je n'en ai pas vu des dizaines. Sur 40, il n'y en a pas tant que ça non plus. Non, enfin bon, j'ai dû en voir 2. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà beaucoup. Et j'ai eu affaire, en effet, dans un dialogue avec une personne qui m'impressionnait beaucoup. Ils sont rapides, ils pensent vite, ils ont une pensée assez large. Ceux que j'ai rencontrés sont dotés d'une culture profonde. Il semble en tout cas, à l'occasion de quelques entretiens, qu'on a affaire à des êtres humains qui ont une pensée bien construite. Simplement, on a aussi affaire à des êtres humains qui sont au cœur de l'injonction paradoxale contemporaine. C'est-à-dire qu'ils ont en effet une tête bien faite et ils agissent contre le sens de tout ce qu'ils peuvent envisager de penser. Si je fais une phrase un peu plus courte, ils sont en contradiction à partir du moment où ils évoquent comme une clé importante pour leur système la croissance infinie. Dans un monde fini, ça ne peut pas marcher. Donc il y a un moment où il faut rappeler le bon sens. Et alors dans ces conversations-là, on le dit. Alors c'est en tête-à-tête, on est dans une relation de proche à proche. Et puis après, on s'éloigne et puis c'est terminé. Donc on a eu cette conversation, mais dans les actes. Pour eux, ils ont la responsabilité de faire changer un ensemble. Et ce qu'on leur dit souvent, c'est si votre ensemble est un ensemble de 100 000 personnes, si votre équipe dans le monde c'est 100 000 personnes, eh bien on peut diviser cet ensemble par des petits groupes de 10. Rendez le pouvoir aux petits groupes de 10, donnez-leur une autonomie et faites en sorte là de faire le changement qui est celui qu'on appelle de nos voeux, si on veut respecter les critères connus et décrits par les rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat. Je voudrais préciser ce point-là, peut-être pour terminer cette réponse, c'est que il ne faut pas qu'on s'en remette à l'infox, il faut qu'on s'en remette à des infos sûres, des informations certaines. Alors là, il y a quand même un travail qui est fait par certains journaux, et puis par le GIEC, par certains éditeurs aussi, qui ne laisse pas passer n'importe quelle histoire. Tout est beaucoup recoupé, tout est beaucoup vérifié, relu dans tous les sens. En tout cas chez Actes Sud, c'est l'expérience qu'on en a, Édouard et moi. Et puis, incontestablement, il faut lire les derniers rapports du GIEC. Alors en plusieurs fois, la synthèse est en quelques pages, on la trouve facilement sur Internet. Ça vous donne des clés que nous donnent les scientifiques. Et il me semble que c'est une vraie feuille de route pour savoir par quoi on démarre. Et puis ensuite, dans les usines, dans les entreprises, dans les collectivités, il y a toujours 10% des gens qui sont engagés dans la transition. Souvent, les gens nous disent, à Édouard et à moi, à titre personnel, je suis engagé dans la transition. Je suis déjà au zéro déchet à la maison. Mais alors, dans mon entreprise, c'est une autre affaire. Et on leur dit, non, c'est toujours votre affaire. En fait, dans l'entreprise, c'est votre affaire et c'est l'affaire de vos collègues. Allez pas chercher les gens qui sont réticents, allez chercher les 10% qui, comme vous, sont engagés dans cette démarche-là. Il faut aller chercher ceux avec lesquels on est d'accord sur ce sujet-là. Pour une fois, il faut plutôt privilégier ça. Et ça aura une force d'entraînement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on peut observer et constater dans nos rencontres. C'est souvent le cas, c'est souvent ce qui est cité dans le livre d'Édouard, c'est la façon dont on va mobiliser ces 10%. De la machine à café jusqu'au bouche à oreille, des enfants vers les parents ou des parents dans le sens. Des visites nombreuses dans votre usine, parce que maintenant c'est devenu un parc à visiter, j'exagère mais pas tant que ça. Mais en tous les cas, il y a un grand nombre de gens qui veulent venir voir comment c'est. Et on comprend très bien en vous lisant que c'est un des arguments les plus importants, une des forces de frappe les plus importantes, c'est celle-là, c'est essayer de motiver, de regarder les gens qui le sont, de se servir de cela et ensuite de le démultiplier. Oui, exactement. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple de ce que ça a produit, par exemple. Dans le cadre du plan de mobilité, je vous parlais des déplacements tout à l'heure, de la façon dont on peut se rendre sur son lieu de travail. Bon, il y a des études en France. Puisque nos voitures individuelles pèsent quand même pour 15% dans le bilan carbone du pays, l'État a réglementé et impose aux entreprises de se questionner sur la façon dont leurs collègues se rendent sur leur lieu de travail. Elle leur impose notamment de savoir comment ils viennent, mais aussi de leur proposer des alternatives. Et c'est là que nous, on intervient.
on va dans les entreprises, on demande à rencontrer, après avoir étudié un peu déjà la façon dont les collègues de l'entreprise se rendent sur le lieu de travail, la façon dont ils pourraient aussi se rendre, parce que l'entreprise est à tel endroit, devant une voie verte ou à l'intersection d'une bouche de métro. Et on demande ensuite à rencontrer les équipes. Ça c'est primordial, sans quoi, une fois qu'on a donné on a indiqué à l'entreprise la façon dont les gens pourraient se déplacer, ben, il ne se passe rien. Donc on rencontre les équipes et on observe souvent deux groupes. Je vais donner le cas d'une entreprise de tertiaire à Marseille. On arrive à Marseille, Kevin et moi, on prend à la gare Saint-Charles, donc on prend le métro pendant 10 minutes, puis on sort, on longe la Méditerranée à pied pendant 5 minutes, on arrive sur le lieu de la mission pour rencontrer ce groupe cette équipe. Donc il y a 30 personnes, un petit groupe de 5 à 10 personnes, un peu discrète, et puis un groupe plus important, 15-20 personnes, qui fait plus de bruit, et parmi lesquels il y en a un, quand on explique que pour revenir en taxi d'un déplacement pour revenir d'un déplacement depuis Paris par exemple, on n'est pas nécessairement obligé de prendre un taxi à la gare Saint-Charles pour rejoindre son lieu de travail, parce que on en a fait l'expérience, il y en a pour à peine 15 minutes. On nous explique, alors là, dans le groupe bruyant, là, il y en a qui se lèvent, qui nous expliquent, non mais vous rigolez, de la gare à chez nous, il y en a pour 1h30 en transport. Ceux-là, on va les écouter, cette équipe-là, on va pas s'amuser à les confronter, pas tout de suite. On va s'occuper du petit groupe qui, lui, est plus réservé, mais qui a aussi plus envie d'agir. Et cette équipe-là, mine de rien, à la fin d'une réunion comme celle-ci, cette petite équipe, là, les engagés, face aux enragés, on peut dire ça comme ça, ce petit groupe-là, à la fin de la réunion, ben, ils commencent à aller voir le groupe plus énervé, et leur dire, bah, si tu veux, ce soir, on prend les transports en commun ensemble, je te montre, je sais que tu n'habites pas trop loin, parce qu'on discute à la machine à café, vous mentionnez tout à l'heure, on fait l'aller-retour ce soir et demain matin, tu verras, ta voiture, tu peux t'en passer. Et un mois plus tard, ce qui se passe, c'est qu'on nous appelle, on nous dit bah, on a bien entendu votre expertise sur les plans de mobilité, vous en auriez une sur les parkings à vélo, parce que le garage à vélo est tellement plein que fait la convoitise des voleurs, on se fait tirer nos bicyclettes. Donc bon, il y a des solutions, hein, c'est pas un problème c'est un problème de courte durée ça. Ouais. Et enfin bon, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, en s'appuyant sur les petits groupes, on arrive à engager souvent l'ensemble. Ceux qui ont pris un taxi une fois dans Marseille, ils savent que c'est comme ça qu'on met 1h30 pour faire Emmanuel, de la construction, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, dans quel état on va laisser la planète après nous. Si on admet l'idée qu'on est des locataires, qu'on est juste de passage, on réfléchit bien autrement à la façon dont on construit. Quand on voit s'étendre à l'infini ces zones commerciales dont les bâtiments nous donnent très concrètement l'impression que lorsque tout ça va être fini, et c'est peut-être pas dans si longtemps que cela, il va en rester beaucoup de ces zones qui ont été macadamées, pour essayer d'employer un mot un petit peu original, de ces bâtiments absolument... Voilà. Réfléchir à la façon dont on construit pour savoir comment on va déconstruire. Et plus encore, et c'est là que le livre se fait très précis, réfléchir à la façon dont on donne de l'argent pour construire, qu'on réfléchisse un petit peu à ceux qui se retrouvent toujours les mêmes à devoir ensuite régler le problème parce que lorsqu'ils s'en vont, j'habite Béthune, j'aimerais vous dire qu'à Bridgestone, là, ça va aussi dans quelques instants être le même problème. Comment construit-on et comment organise-t-on cela? Bon, j'ai pas de réponse à tout, moi. Je comprends bien. J'ai des suggestions à faire. On a certainement, en tout cas, des chantiers de déconstruction à imaginer dans l'avenir, si on repense nos modes de vie, ce qu'une partie de la population semble très déterminée à faire, si on repense nos modes de vie en fonction des modifications sociétales et climatiques que l'on rencontre, en repensant nos modes de vie, on va probablement au-devant de la déconstruction du monde d'avant. C'est déjà le cas aux États-Unis. Hein, il y a déjà des zones gigantesques, avec des zones commerciales gigantesques, qui sont vidées en fait de leurs activités, parce qu'ils ont été remplacés dans le système de la destruction créatrice. Ces entreprises ont été remplacées. Et ce que je souligne dans le livre, c'est qu'on finance l'installation de telle ou telle entreprise sur un territoire, et donc l'argent public est donné pour accompagner une entreprise privée pour qu'elle s'installe sur ce territoire.
au nom du fait que ça va donner de l'emploi. Et puis finalement, cette entreprise, au bout de quelques années, se casse et laisse sur place absolument tout ce qu'elle a fait. Alors ça, je trouve qu'il faudrait que rapidement, dans la loi, en France notamment, en Europe plus largement, il soit écrit que dans le compte de l'entreprise, on prévoit dès l'origine, dès sa création, dès son installation, les frais de la déconstruction du site. Après tout, ça me semble intéressant de dire, ok, on a essayé quelque chose, on l'a fait collectivement, ça a fonctionné pendant un certain temps, mais on ne part pas comme des voleurs. Donc, les métiers de la déconstruction et les métiers de la, de la réappropriation de nos territoires, ça, je pense qu'il y a vraiment des développements. C'est ça que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'en fait, dans les métiers qu'on propose dans nos bouquins, Édouard et moi, il y a par exemple technicienne ou technicien d'analyse du cycle de vie. Bon, il y a 235 000 sites industriels sur le territoire en France. On dit désindustrialisation par-ci, désindustrialisation par-là. On n'entend que cela. À la fin, moi j'avais fini par penser que finalement il restait une usine, c'était Pocheco, mais il n'y avait plus d'usine, dis donc. Donc en fait, désindustrialisation, il faut qu'on se méfie un peu des mots, il reste 235 000 sites industriels en France. Vous mettez une technicienne ou un technicien d'analyse du cycle de vie dans chacune de ces entreprises et vous créez 235 000 emplois. Vous faites, comme le disait Édouard tout à l'heure, une des clés de l'économie, vous faites un corridor de biodiversité, au lieu de raser la pelouse autour de l'usine, vous laissez la nature réensauvager, vous laissez la nature, la biodiversité se réinstaller. Et vous créez un poste de permaculteur pour chaque usine. 235 000 postes de permaculteurs vont être créés. Je veux dire que c'est aujourd'hui complètement accessible. Démonter des usines, il faudra bien le faire. Réutiliser les matériaux, ça aussi ce sont des métiers qui vont avoir, à mon avis, du sens. Notre usine à nous, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on ne recommandait rien, qu'on ait d'abord fait sur nous-mêmes, quand on a démonté la toiture il y a maintenant une dizaine d'années, c'était des tuiles de 1848. On les a réduits en petites billes d'argile et on les a juste descendues d'un étage, on les a broyées et on les a remontées sur la toiture dans le nouveau mélange de terre qu'on avait pour planter des sédums pour avoir une toiture vivante. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit pouvoir réutiliser au plus près les matériaux qui avaient été consommés. Ce que je veux aussi dire, c'est que ce que nous questionnons, Édouard et moi, dans nos bouquins, fondamentalement, c'est le court-termisme et la distribution obligatoire de 10 à 15% de dividendes dans des entreprises qui ne sont pas capables d'assurer la survie par le développement, par la recherche et le développement de leur propre activité, parce qu'il faut qu'ils crachent au bassinet de l'actionnaire. C'est ce système-là aujourd'hui qu'il faut questionner. La réalité, c'est qu'il faut pouvoir réinvestir l'argent dans l'entreprise. Nous, ce qui nous a sauvés chez Pocheco, qui est une entreprise dans une activité en effondrement et qui est une entreprise pauvre, ce qui nous a sauvés, c'est le fait de réinvestir systématiquement l'argent dans l'entreprise. Alors quand je dis ça, j'agace beaucoup, et souvent on me dit « oui, mais comment on va payer les actionnaires ?» Et je réponds systématiquement « pardon, je m'en tape ». Parce que ce n'est pas le problème. Il y a 9 millions de pauvres dans notre pays, 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans notre pays, donc 3 millions d'enfants qui ne mangent pas 3 repas par jour. C'est eux qui m'intéressent. Et notre système, l'économie, eh bien oui, s'adresse plutôt à ces gens-là qu'à une élite autoproclamée qui a largement de quoi voir venir. Avant de proposer peut-être aux gens qui sont venus vous écouter de prendre une ou deux questions, vous pensez un petit peu, vous allez avoir la parole dans quelques instants. J'aimerais bien qu'on regarde le chapitre par lequel vous terminez, ou tout au moins les pages par lesquelles vous terminez, parce qu'en plus de là, elle relève pratiquement de la littérature, de la façon dont vous en parlez. Et je pense que la façon dont on termine un livre, c'est toujours très important. Me semble-t-il que quand on termine un discours, quand on termine, de toute façon, c'est toujours la dernière impression qu'on laisse. Vous choisissez d'aller faire un petit tour chez Hermès, et vous allez regarder les gens qui travaillent chez Hermès. Vous rencontrez là une Célia qui a été costumière en Italie, qui a vu sur scène son travail s'agiter, porté par des comédiens qu'il a vu sous la lumière et qui est là. On pourrait se dire, oh, ça doit pas être formidable, la vie, il faut qu'elle se retrouve là à faire des sacs. Pas du tout, c'est pas ça. Elle est très fière, elle est très contente, elle est incroyablement heureuse de ce qu'elle a entre les mains et de ce qu'elle produit, qu'elle ne pourra probablement jamais se payer en regardant les choses en face. Et vous en rencontrez comme ça plusieurs. J'ai un très bon ami qui travaille chez Hermès aussi, qui fait des sacs, que je connais aussi, et que j'ai incroyablement retrouvé dans la façon dont vous parlez. C'était pareil, lui, il était paysagiste.
faisait des jardins et tout ça, mais forcément, à un moment donné, il n'y a plus de boulot, il n'en trouvait plus, et il s'est retrouvé à faire ça. Et il s'est retrouvé à se passionner pour ça, alors que ça me paraissait quelque chose de très enfermé pour quelqu'un qui aimait les plantes, le verre. Mais non, comme dans votre livre. Qu'est-ce qui vous a fait terminer sur cet atelier-là, Emmanuel? Mais c'est parce que on est dans le paradoxe en permanence. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un intérêt à valoriser les savoir-faire. Il faut commencer par un certain savoir-être, et puis ce savoir-être permet de faire équipe, de créer un collectif, et ensuite, éventuellement, on peut accéder à une forme de savoir-faire que l'on peut partager. Et ce que j'ai essayé de décrire, on n'a pas de contrat avec ce groupe, mais on a été invité à visiter 3 de leurs usines, et j'ai rencontré les gens dont je parle, et effectivement, elle était costumière notamment pour des costumes de Commedia dell'arte, et donc, en effet, ses créations étaient incarnées. Et il y avait quelque chose dans son récit de vie au travail qui me paraissait très intéressant, précisément pour la préservation d'un certain nombre de savoir-faire. Et ce que j'ai essayé de dire dans ce chapitre, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue, mais il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie au passage de ce capitalisme libéralisé, hyper prédateur. Il ne faut pas qu'on oublie au passage qu'on a du savoir-faire, qu'on a du savoir-être, et que quand on fait équipe, quand on fait collectif, en fait on arrive à se retrouver soi-même. Et je crois, moi, que ce qui manque à notre société aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir se rassénérer nous-mêmes, de faire petit par petit groupe, des petites équipes de gens qui, au lieu de se désespérer face aux nouvelles catastrophiques du monde, se rassurent en partageant la connaissance, en partageant le savoir. J'ai entendu ça, je crois que c'était Rob Hopkins qui disait ça, et donc je lui emprunte cette idée que si je te donne un billet de 5 €, je ne l'ai plus. Vous l'avez, moi je ne l'ai plus. Par contre, si je partage avec vous une idée, j'ai toujours dans ma tête. Et donc on peut continuer de fonctionner comme ça. Et nous, on est dans cette démarche-là. Comment est-ce qu'on pourrait plus partager les idées et un peu moins tout donner aux résultats et aux dividendes? Et des idées, il y en a, parce que je ne l'ai pas dit, mais chacun de vos 2 livres sont extrêmement alimentés par d'autres livres, d'autres lectures, et renvoient vers d'autres livres et vers d'autres lectures. Est-ce qu'on a des questions? C'est quoi qui va vous passer? Oui. Attendez, on va... Hop là, ça. T'as vu ça? Professionnel. On va vous passer le micro. Voilà. Allez-y, allez-y, on vous entend. Oui, oui. D'accord. J'ai bien aimé votre première partie du discours, écologie dans l'entreprise. Mais la deuxième partie, je l'ai trouvée assez gauchisante, parce que l'État, qui est complètement responsable de tous ses concitoyens et ses entreprises, lui, ses 33 1 tiers et ses charges sociales, il les prend si vous polluez ou vous ne polluez pas. Et quand une mission d'un entrepreneur, c'est de payer ses impôts, son personnel, ses charges sociales, essayer de faire de l'écologie, d'accord, mais il doit aussi enrichir ceux qui l'ont financé pour créer l'entreprise, c'est-à-dire les dividendes. Parce que sans les actionnaires, il n'y a pas d'entreprise. Vous comprenez, ça démarre là. Alors ce que je voulais vous dire simplement, mais réclamer à l'État de légiférer, le jour où vous entreprenez une boîte en France, on vous demande de payer l'URSSAF direct, avant même d'avoir respiré. C'est le seul pays au monde qui demande des impôts avant d'avoir encaissé un centime. Des charges sociales, à plus savoir quoi en faire, quand vous savez qu'il y a la moitié des gens qui produisent de la richesse en France qui ne contrôlent même plus ceux qui la dépensent. Alors qu'à l'époque de votre père ou de votre grand-père, c'était le contraire. Les gens qui ne créent pas de richesse sont les plus gros dépensiers. Alors, pourquoi les partis politiques écolos qui s'enchaînent depuis 3 générations, les gens de bonne volonté dans les campagnes, ne légifèrent pas au dire on baisse tel et tel impôt et on met par la loi une empreinte verte obligatoire à chaque entreprise, parce qu'on les a vus, les Français indisciplinés pendant le Covid, pendant le machin. Ce que vous dites là, c'est pas de l'utopie, c'est que vous faites confiance à la bonne volonté du brave entrepreneur qui a une petite conscience verte, comme moi. Mais malheureusement, dans la pratique, vous avez un ennemi de l'entreprise, c'est l'État, tout le temps, en permanence. Vous êtes considéré comme un voleur potentiel. Les contrôles fiscaux se répètent, les contrôles du SAF, de la douane, de tout ça, se répètent sans arrêt. Est-ce que vous croyez que dans ces conditions-là, on n'est pas en Finlande, ni au Danemark, ni en Norvège, et ni en Suède, vous n'êtes pas en Scandinavie, la conscience verte, si elle n'est pas légiférée dans notre pays, les gens ne feront rien. Vous aurez des francs-tireurs comme vous. Et là, je vous félicite, parce que vous êtes des francs-tireurs.
Vous n'êtes pas des gens qui vous engagez dans un processus immuable qui vient de toute la conscience collective. Vous êtes Jean-Jacques Rousseau qui arrive après la Bastille, mais vous n'avez pas créé le soulèvement. Le soulèvement, c'est une jacquerie contre les impôts à l'entrée de Paris, contre les pauvres paysans. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et donc, si vous voulez mon avis, dans votre bouquin, manifestement, vous mettez en avant une chose, l'absence totale des politiques depuis 50 ans. Et quand ils financent, vous savez, c'est pas compliqué de faire un entrepôt démontable. Quand ils disent qu'ils financent, généralement c'est des locataires, ils se démerdent toujours pour pas être propriétaires de l'immeuble dans lequel ils exploitent. Et vous regarderez que dans les cessions d'entreprise, l'immobilier est toujours omni. Donc, moi j'aimerais bien quand même qu'on soit un peu plus pragmatique. S'il n'y a pas légiférer, si vous ne légiférez pas dans ce sens-là, vous n'aurez rien. Alors pourquoi? Parce que quand vous achetez une machine, vous l'amortissez en 5 ans parce que l'État, tous les ans, il veut ses impôts. Mais pourquoi on ne dirait pas que tout achat écologique, il pourrait être amortissable n'importe quand au bon vouloir de l'entrepreneur? Donc on est dans un pays qui n'est pas du tout écolo, on n'est pas en Scandinavie, il n'y a pas de piste cyclable pour aller au boulot. Et moi je suis dans une commune de droite, il n'y a même pas le bus qui veut s'arrêter, parce que de toute façon, ça s'arrête que dans les communes de gauche. Hein, on n'a toujours pas de métro qui va à l'aéroport, messieurs. Posez-vous la question. Ok? Voilà, j'ai donné mon avis. Une question, ça aurait été bien, mais... Mais non, mais c'est une question que je pose. D'accord, d'accord. Oui, Allez-y, il y a une chose, oui. J'espère que ce tunnel de réaction, qui est très naturel, vous a fait du bien, monsieur. J'espère que ça vous a fait du bien de dire ce que vous venez de dire. Bah ouais, on est tout seul. J'espère que ça vous a fait du bien. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, et je ne vais pas entrer dans une polémique avec vous ici en public. Je pourrais passer du temps pour discuter avec vous d'une vision qui est un peu différente de celle que vous proposez. Je vais prendre quelques exemples. D'abord, c'est pas, si vous en êtes d'accord avec moi, c'est pas l'autre, c'est pas le politique, qui est toujours le mauvais objet dans nos discussions. C'est pas le politique, les politiques publiques, les impôts, l'autre qui est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand nous sommes, permettez-moi d'essayer de vous proposer une alternative à votre présentation, parce que j'ai un avis qui diffère assez nettement du vôtre. Et je vous propose d'y réfléchir. Ce que je vous propose, moi, monsieur, c'est que comme vous êtes un entrepreneur, comme j'en suis un aussi, nous avons l'habitude de revendiquer notre liberté d'entreprendre. Eh bien, saisissons-nous de la crise sociétale et de la crise écologique pour faire notre part dans le changement qu'on demande aux politiques, soi-disant incompétents, de faire. C'est pas eux qui vont le faire, c'est vous, parce que vous aurez analysé la situation avec votre capacité d'entrepreneur. Si vous êtes capable de créer une entreprise et de créer un mouvement vertueux autour de cette entreprise avec une équipe, alors monsieur, je suis certain que vous avez les capacités d'entraîner les gens dans une direction qui répondra, deuxième point, à la seule question qui vaille. Parce que vous me dites, on paye tellement d'impôts que demain on s'en sort plus. Mais monsieur, si le climat se réchauffe de plus de 2 degrés dans moins de 30 ans, c'est plus la peine de parler d'impôts, c'est plus la peine de parler de dividendes. En fait, c'est plus la peine de parler de grand-chose, parce que tout est terminé. Mais vous il y a j'arrive sur l'État. C'est toujours les saletés de riches. J'arrive sur. C'est pas comme ça. Non, j'ai pas utilisé de mots stigmatisants. Je n'ai pas stigmatisé les riches. J'ai dit, on n'est pas obligé de concentrer toute l'énergie des équipes, des entreprises sur la libération de dividendes. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, si les 10% qui sont donnés en dividendes aux actionnaires étaient remis dans l'entreprise simplement pour avoir des matières premières qui viennent de moins loin, qui soient de bonne qualité, du matériel qui soit en maintenance préventive, de la formation qui permette d'accompagner les collègues tout au long de leur vie, et que quand l'entreprise, j'ajoute, quand l'entreprise dégagera 15%, on dise, ok, 1% restant pourrait aller vers la distribution de dividendes. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Et je vais vous répondre quand même un mot sur l'État, monsieur. L'État que vous vilipendez dans votre remarque, monsieur, je vais me placer en contre par rapport à ce que vous avez dit. Cet État, monsieur, est en train de gérer la plus grosse crise sanitaire que nous ayons rencontrée depuis 50 ans. Cet État, monsieur,
a permis à nos enfants d'aller à l'école publique, si on a décidé de le faire comme ça. Cet État, monsieur, nous donne des routes, des hôpitaux, une sécurité sociale et des services publics. Et ces services, monsieur, puisque j'ai eu l'occasion, comme vous, de voyager dans des endroits dans le monde où le système étatique n'était pas aussi développé, eh bien, je vois en effet les avantages qu'il y a à vivre en France. Une des particularités de notre cas, à vous et à moi, c'est que nous travaillons avec tout. On a le climat tempéré, on a des équipes super bien formées, on a des systèmes publics super bien développés, on a énormément de chance. On a énormément de chance. Et donc la question qui se pose, c'est pas de savoir comment l'État va gérer la crise climatique, monsieur. C'est vous qui êtes entrepreneur, qui allez faire votre part, vous et votre équipe, qui allez faire votre part parce que vous allez simplement réévaluer vos priorités. Voilà tout ce que je dis. Dans mon bouquin et dans ma proposition d'entrepreneur, j'ai simplement essayé de réévaluer les priorités de l'entreprise en tenant compte de la réalité sociétale et climatique, écologique, à laquelle je me trouvais confronté. Pour terminer, je voudrais vous dire que pour faire ça, on s'est préoccupé premièrement de la santé dans l'entreprise. Deuxièmement, quand on a pu traiter le problème de la santé en changeant par exemple le type d'encre qu'on utilisait, des encres qui étaient avec solvant et qui demain sont sans solvant. Bien, voilà. Donc, mon discours est celui-là. Il est toujours choquant a priori. Mais creusez, lisez les choses entre les lignes et comprenez que ce qu'on vous propose en fait, c'est l'occasion d'une continuité de notre activité c'est vrai, en se réinventant. Ce que la crise de la transition écologique et économique appelle, je crois, c'est votre agilité d'entrepreneur, monsieur. Votre génie qui a été capable de gérer une entreprise. Il va falloir maintenant en utiliser une petite partie pour le mettre au service d'une solution collective autour de tout cela. Donc, tous les débats, tous les vilipends, tous les mauvais objets autour des dividendes, autour de la rémunération, autour de l'État d'un côté, les discours de gauche de l'autre, tout ça n'a, à mon sens, pas beaucoup d'intérêt, sauf pour développer de la polémique, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est comment on fait pour que demain, nos entreprises, aussi géniales soient-elles, tiennent en compte la réalité de la fracture sociale que nous connaissons dans ce pays. Il y a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, monsieur, et on dit qu'on est un pays riche. Eh bien, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on intervienne. Merci, cher Emmanuel. Une autre question. Oui, monsieur, on vous écoute. Bonjour. C'est une question pour Édouard. Mais oui, on va lui prêter un micro, vous allez voir. Alors, la question est simple, c'est aujourd'hui, vu la situation, qu'est-ce qui vous fait espérer qu'on va tous dans le bon sens? Ou qu'on peut aller dans le bon sens? Merci. Ouais, cette question, ce qui me fait espérer, c'est-à-dire que si on va... Attendez, juste une seconde que je me remette les idées. C'est clairement notre travail au quotidien où on voit les gens s'activer sur ces sujets-là. On voit aussi parfois certains de nos interlocuteurs, responsables d'entreprise, qui s'inquiètent pour leur propre activité, non seulement parce qu'il y a cette injonction paradoxale à vouloir entreprendre et avoir une croissance finie dans un monde fini, mais aussi parce que ces entrepreneurs sentent que collectivement dans la société, on arrive à faire bouger les lignes en tant que citoyen, en tant que citoyen, plutôt qu'en tant que consommateur. On fait bouger les lignes et que si leur activité aujourd'hui ne prend pas en compte la question climatique, elle est vouée, elle est en danger. Ça, on le ressent dans les échanges aussi qu'on a. Je revois ce chef d'entreprise qui montre le pot en plastique dans lequel il met son produit alimentaire dedans. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que, il dit, l'année dernière, à Mexico, c'était à Mexico, on a arrêté les produits à usage unique. Qu'est-ce que je deviens, moi, et mes 150 salariés, si demain, le pot de plastique qui contient mon produit, il est considéré comme à usage unique? Il y a clairement, ce qui me fait espérer, c'est vraiment ce mouvement déjà collectif et aussi les actions entreprises localement dans toutes les entreprises avec lesquelles on a la chance de partager notre méthode et d'échanger. Merci. Une autre réponse, une autre question? Tout dit?
On finit? Merci à tous les deux. Je vais finir avec une petite histoire, c'est moi qui vais la raconter pour finir. La première fois que j'ai fait une rencontre ici, c'était il y a un autre siècle, vous imaginez. À votre place, cher Edouard, cher Emmanuel, il y avait Armand Taziès qui était assis. Et je me souviens très bien parce qu'à cette époque-là, la rencontre avait eu lieu un peu plus tard dans la soirée. On était allés déjeuner ensemble. On s'était retrouvés tous autour de la table et très vite, moi je ne mange pas le midi pratiquement. Depuis que je l'ai possible, je ne mangeais pas le midi, et lui non plus. Alors en commandant rien, d'un seul coup, on est devenus copains. Et à ce moment-là, c'était assez drôle parce que il venait de raconter, il venait de se faire virer du gouvernement de Mitterrand. Et il racontait que le réchauffement climatique, personne ne parlait de ça. On est dans les années 80, au tout début des années 80, de 2 ou 3 degrés, et il prédisait tout ce qui allait se produire. On peut retrouver ça sur Internet, il le dit dans une autre émission, où Cousteau, égal à lui-même, ne comprend rien à ce qui se passe. Et donc, il explique ça de façon très précise. Et si je vous raconte ça, c'est parce que, bien en amont de ça, ici, il a raconté ce que c'était que la faculté pour lui. Il est né en 14, dans les années 30, il est donc en fac. Et là, il croit, ça va paraître énorme aujourd'hui, mais il croit que la tectonique des plaques, c'est vraiment ce qui se passe. Personne ne croit ça à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une évidence. Il dit, je montais à l'estrade, j'expliquais ça dans les exposés, je me faisais tailler par les profs tout le temps, continuellement. Mais j'étais sûr que j'avais raison, alors je continuais de le faire. Ensuite, des années plus tard, sur le réchauffement climatique, il se fait tailler partout, dans les médias, à chaque fois qu'il dit ça. Il y a des gens comme ça qui traversent et qui ont raison un peu avant tout le monde. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'il ne faut pas que vous vous découragiez. Vous avez juste raison avant tout le monde. Merci à tous les deux. Merci à vous.